bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette première édition du IBEXA Product Tour. On est en direct ici des studios Victoire à Paris, une émission d'1h30 pour découvrir toutes les nouveautés d'IBEXA DXP. Alors aujourd'hui, autour de moi, en tout cas pour participer à cette émission, 4 invités. Je vais commencer à ma droite avec Molly, Senior Marketing Manager pour IBEXA. Bonjour à tous. Mickaël Colpin, directeur commercial France pour IBEXA. Bonjour tout le monde, ravi d'être là. Il nous vient d'Oslo et il faut dire qu'il a répondu tout de suite à l'appel qu'on a proposé cette émission, Molly. Bertrand Mauguin, CEO d'IBEXA. Merci d'être là, Bertrand. Et puis, je ne le présente plus, Sylvain Guittard, donc directeur du produit, Product Management. On va passer pas mal de temps avec toi aujourd'hui, Sylvain, pour démontrer, pour faire voir un petit peu toutes les nouveautés d'IBEXA. Et c'est un plaisir, en tout cas, de t'avoir depuis Tahiti. Hein. Merci Grégory, je suis très heureux d'être là. Allez, on ne perd pas de temps, tout de suite, on zappe sur le programme. Donc, un programme riche avec 4 grandes parties. On va, avec Bertrand, commencer sur l'année 2023 rapidement, mais on va rentrer un petit peu parce que c'était une année assez folle pour IBEXA. On va enchaîner avec toutes les améliorations produits d'IBEXA. C'est vrai que les contributeurs qui travaillent au quotidien sur IBEXA, c'est important en tout cas d'aller dans ce sens-là et de continuer à améliorer les fonctionnalités. On va ensuite enchaîner avec Sylvain sur la partie nouvelle fonctionnalité d'IBEXA et vous allez voir que là aussi il y a beaucoup de choses à démontrer. Et puis on va terminer, restez bien jusqu'au bout de l'émission avec le projet Quantum. Désormais IBEXA fait partie de QNTM Quantum et là avec Bertrand on va en parler et puis avec quelques surprises en duplex, mais vous allez voir ça vaut le coup aussi de rester jusqu'au bout de l'émission. Allez, c'est parti, jingle. Alors, je commence cette première partie avec toi, Bertrand. 2023, année assez folle. Alors, contrastée, hein, parce que les marchés, etc., c'était un petit peu difficile pour tout le monde. Pourtant, IBEXA a connu une année peut-être de transition, d'accélération assez incroyable, liée certainement à son positionnement autour de la complexité. Enfin, tu vas en parler. J'en parle. 2023, une bonne année pour IBEXA. C'est une année compliquée pour le marché de l'IT en général. Pour nous, voilà, une croissance qui s'est encore accélérée. Et effectivement, ça s'est accéléré depuis 3-4 ans, donc avec finalement le marché de la DXP qui s'est développé sur le marché européen. Donc la DXP, on va la découvrir en détail aujourd'hui, hein, mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est la Digital Experience Platform et c'est ces technologies un peu nouvelle génération, voilà, depuis 3-4 ans, qui prennent la main sur d'un côté le CMS, le monde du site web, et de l'autre l'e-commerce. Et la mission de ces plateformes, c'est vraiment d'orchestrer tous les parcours clients, toutes les interactions numériques avec les marques. Et voilà, c'est ce qu'on fait plutôt bien. Nous, on le fait sur des types de use cases qui sont complexes. On parle d'activités complexes avec nos clients. Mickaël, tu vas en présenter quelques-uns tout à l'heure, mais c'est des produits complexes, ça peut être des services complexes, ça peut être des modèles de distribution, des modèles de vente complexes. Et donc là, vous avez quelques exemples avec le B2B dans l'industrie, par exemple, le tourisme dans le B2C, l'assurance et même le secteur public qui a des plateformes de services en ligne assez sophistiquées. Donc voilà, c'est le type de use case sur lequel on travaille beaucoup. Et c'est vrai que quand on rencontre ce type d'entreprise dans les projets, les premières discussions sont intéressantes parce qu'on voit des clients avec un potentiel énorme. Et souvent, la complexité les freine dans leur digitalisation, mais voilà, cette complexité-là, souvent, veut dire savoir-faire historique incroyable. Et puis, quand on parle au départ de ces discussions de leur présence digitale, alors c'est un petit peu provocateur, mais c'est vrai qu'ils sont souvent déçus, il y a cette frustration de ne pas pouvoir montrer tout leur potentiel, toute la valeur de leur entreprise. Et donc voilà, on s'inscrit avec eux dans cette transformation numérique. Alors je précise, cette image c'est avant IBEXA DXP. Bien entendu, c'est avant IBEXA DXP. Et voilà, donc on construit une plateforme avec cette envie de pouvoir vraiment révéler le potentiel de ce type d'organisation, avec des convictions fortes pour passer cette frustration. Ça, c'est la frustration des marketeurs surtout, hein, qui doivent marketer ce type de service, ce type de produit,
avec souvent des freins dus à la complexité. Parce qu'il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les équipes marketing, finalement, elles font face à de plus en plus de complexité. On parlait avant du site web, le CRM, marketing automation, emailing, on peut en rajouter comme ça des acronymes. Finalement, la complexité, elle revient très souvent aux équipes marketing et digitales. Voilà, avec exactement. Et le but final, et je pense qu'on va bien le démontrer aujourd'hui, c'est l'expérience sans couture. Donc les convictions fortes qu'on a pour créer cette plateforme maintenant depuis plus de 10 ans, hein, mais en tout cas c'est sur les 4-5 dernières années qu'on a vraiment accéléré sur la DXP, simplifier l'usage du digital. Alors ça ne veut pas dire gommer la complexité dont on parle, au contraire il faut mettre en avant les facettes de ces entreprises-là, mais c'est huiler les interfaces. Je pense que Sylvain va le montrer, que les gens du marketing, du produit, des équipes sales peuvent collaborer autour du digital. La partie technologique, architecture, modulaire et composable, vous allez voir qu'on peut faire les choses par étapes. On n'est pas dans un mode suite où on achète une DXP, on peut y aller par étapes. Et ça, c'est très important. L'agilité pour le déploiement rapide. Donc là, on va parler d'Ibexa Connect, on va parler d'Ibexa Cloud, qui sont des solutions très pertinentes pour ça. Et puis la personnalisation, puis j'arrête là, mais la personnalisation, c'est la clé de voûte de la DXP. Il y a plein de types de personnalisation sur le comportement, segment marketing, on y reviendra. Et tout ça fait qu'on a cette DXP aujourd'hui. Donc vous allez découvrir les composants forts de cette DXP, mais avec la partie rouge, c'est vraiment le cœur du contenu, de l'information produit, les assets. Et puis après, plein d'outils pour les équipes marketing et les équipes sales pour accélérer ces transformations. Et donc ça, on va y revenir effectivement à travers cette émission. Aujourd'hui, Sylvain, c'est à peu près 17 composants, hein, Ibexa DXP. Et donc à travers les différentes parties de cette émission, on va naviguer à travers tous ces nouveaux composants hein, qui apportent forcément à la fin une expérience de très grande qualité. Mickaël, cette stratégie, qu'en pensent nos clients ? Alors nos clients l'apprécient, cette accélération et cette nouvelle stratégie d'Ibexa. Et nous encourage même à aller dans ce sens-là. Alors, c'est pas la peine de me croire sur parole. On a des études qui le montrent. Et vous voyez à l'écran l'étude Gartner, qui est une étude qui, tous les ans, va demander aux clients d'évaluer sur des questionnaires assez poussés leur appréciation des DXP. Dans l'univers d'IDXP, Ibexa ressort comme numéro 1 de cette appréciation client depuis 2 années consécutives. Donc c'était le cas en 2022 et c'est le cas en plus sur 2023. Oui, c'est ça. À la fois sur une note d'appréciation globale, mais sur aussi une envie de recommander la DXP. C'est Ibexa qui ressort vainqueur de ces 2 tableaux depuis 2 ans. Est-ce que tu as des cas clients un petit peu à nous présenter aujourd'hui ? Oui, alors j'ai préparé quelques références récentes pour vous montrer un petit peu la diversité des projets Ibexa. Projet qu'on peut faire avec une DXP. Donc par exemple Carrefour Assurance, qui est la marque assurance du groupe Carrefour. C'est un portail B2C qui a comme enjeu de faire la promotion de ses produits assurance et puis de générer de la souscription en ligne. Pierre Fabre, donc leader dermocosmétique, qui est un peu l'emblème de ce que peut faire une usine à site comme Ibexa. C'est des contextes multi-pays, multilangues, multimarques. C'est plus de 100 sites. C'est des nouveaux sites qui sortent régulièrement. Et tout ça sur une seule et même instance Ibexa. Dans plusieurs langues aussi ? Multilangue, bien entendu. Bellambra, numéro 1 des clubs vacances en France. Super expérience, on parlait de complexité tout à l'heure, les voyages, toutes les composantes qui peuvent générer un prix pour un voyage sont là et c'est une vraie complexité qu'on gère avec Ibexa et un super site réalisé par nos partenaires avec des performances incroyables. Et c'est vrai que là on parle de site, hein, mais finalement on pourrait parler de dispositifs digitaux parce qu'il y a cette représentation un peu simpliste hein, du site, mais derrière il y a une complexité quand même, ou en tout cas on valorise cette complexité, on la masque pour l'utilisateur final, mais à la fin, quand même, c'est vraiment un dispositif digital de A à Z. Oui, tout à fait. On s'inscrit dans un écosystème, on va y revenir tout à l'heure. Et on a tous les outils pour ça. Le groupe Atlantique, que je souhaitais mettre à l'honneur également, parce que client historique depuis 2016, qui a fait confiance à Ibexa très tôt, et toute leur stratégie digitale repose sur des sites Ibexa, sites particuliers, sites professionnels, portail pro, voilà.
Donc là, B2B, B2C, donc voilà, on est multi-marché. Oui, c'est ça. J'ai mis également l'Institut AD du groupe AD, qui est groupe autodistribution, leader de la pièce détachée automobile, et qui propose toute son offre de formation via une plateforme Ibexa. Donc là, on est sur du B2B. Et puis le groupe Faya, référence qui a été mise en ligne récemment, leader de la construction et du bâtiment, qui utilise aussi Ibexa comme usine à site. Donc là, on a vu plusieurs facettes des possibilités d'Ibexa. Sachez aussi que cette année, on a vendu avec nos partenaires, on a vendu beaucoup de projets commerce. On va en parler tout à l'heure du commerce. Donc c'est aussi des nouveaux projets qui vont sortir l'année prochaine. Eh bien, on a hâte de voir ça. Bertrand, quand on parlait tout à l'heure de la complexité ou même l'idée de révéler les marques, etc., quand on voit le dernier exemple Faya, par exemple, honnêtement, je ne connaissais pas. Quand on découvre et on rentre dans le détail, boîte incroyable, énorme, pépite sûrement française. Ça, c'est une fierté pour nous de contribuer à ce type de projet. Exactement, et c'est ce que je disais, on voit des savoir-faire, et on le voit sur le marché français, ce type de pépite, mais sur le marché allemand également. Il faut savoir qu'Ibexa, on est présent sur toute l'Europe de l'Ouest. En Allemagne, le nombre de family business qui tournent sur le secteur industriel, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, on découvre aussi, nous, des savoir-faire forts sur ces marchés. Alors bien sûr, on n'a pas pu citer tout le monde et on a aussi ici en présence en plateau beaucoup de nos clients. Donc Molly, si en fait on veut en savoir un petit peu plus, découvrir ces use cases, ces success stories autour d'Ibexa, en fait, comment on fait? Alors si on veut en savoir un petit peu plus, on va sur ibexa.fr dans la catégorie clients et vous pouvez aussi flasher le QR code et donc vous allez avoir plusieurs success stories de différents clients comme Ministère de la Culture, comme CNP Assurance, comme Atlantic Pro, comme la Fédération Française de Golf qui est là aussi aujourd'hui, on les remercie et donc je vous laisse regarder ça en détail. Eh bien super, merci Molly. Voilà, c'était court, mais en tout cas, on va rentrer tout de suite dans le produit et sur la découverte en tout cas des fonctionnalités. Allez, c'est parti pour la partie 2, jingle. Pour cette deuxième partie, je me tourne vers Sylvain. Je l'avais annoncé, Sylvain, la parole est à toi. Avant de rentrer dans le détail des fonctionnalités, cette deuxième partie, elle tourne autour des améliorations du produit existant. Je sais qu'autour de la table ici, puis à distance, on a des contributeurs qui travaillent au quotidien, en tout cas sur Ibexa. C'est quoi concrètement les améliorations qu'on leur a apportées? Je sais que tu as 2-3 slides un petit peu pour expliquer déjà en fait la stratégie et comment quelque part contribuer à la roadmap qui est une roadmap collaborative. Tout à fait. Aujourd'hui, dans quelques semaines, on va sortir la nouvelle version 4 de LTS d'Ibexa. C'est vrai qu'on a énormément travaillé avec nos équipes et depuis l'évolution de ce produit en V3 sur cette DXP unifiée où on avait le contenu, on avait la partie CMS, Content Management System, la partie commerce, la partie personnalisation dont parlait Bertrand, puisque une DXP sans personnalisation n'est pas une DXP, où on avait unifié l'expérience utilisateur autour de ces modules, de ces outils. On avait une belle base pour construire et apporter de nouvelles fonctionnalités autour de notre cœur qui est effectivement le CMS. Mais on a, en version 4, ajouté beaucoup de ces fonctionnalités qui vont permettre facilement de faire, pour nos clients, faire ces transformations digitales et activer les différents modules progressivement de la DXP. Donc ça, c'était déjà la transformation, Bertrand, sur le passage V3, V4. C'est vraiment cette transformation du CMS. On était très connus sur ça, EasyPublish, Platform, etc. à cette idée de la DXP au sens large. Et c'était la V3, c'était vraiment ça, c'était passé de je pense à mon site web d'un côté, je pense à mon site commerce de l'autre, d'unifier l'ensemble de ces composants sur cette première version de la DXP. Et puis là, voilà, comme Sylvain va nous le présenter, on ajoute plein de fonctionnalités pour les équipes marketing notamment, d'aller beaucoup plus loin dans la création de ces expériences. Donc là, il y a eu la V3, tu le disais hier en préparation, ajout de la personnalisation, ajout du commerce, et puis là, il y a la V4, et alors là, c'est... Et la V4, où on a effectivement axé beaucoup sur les données,
sur la partie produit, on a encore un nouveau PIM, Product Information Management, et puis la partie commerce qui a été complètement revisitée avec toute l'extensibilité, la customisation qui est nécessaire pour faire ces expériences sans couture dont parlait Bertrand juste avant, qui est mise en œuvre par nos réseaux de partenaires. Et toutes ces fonctionnalités ont été faites en collaboration avec nos partenaires, avec nos clients. On a mis en place cette nouvelle façon de travailler, on appelle ça le framework, où on interroge nos partenaires, nos clients régulièrement. On leur demande des retours sur les fonctionnalités qu'on prépare ou qui sont déjà existantes, de façon, encore une fois, à augmenter l'efficacité, la productivité des équipes qui créent le contenu, qui gèrent le contenu, qui gèrent les produits, qui gèrent les ventes sur leur site internet. Et là, sur cet écran, vous pouvez voir qu'effectivement, sur un exemple de la nouvelle interface, on l'a énormément testé. Elle est beaucoup plus simple à appréhender avec ces différents profils qui utilisent maintenant la DXP. Bertrand l'a mentionné, on a des gens de différents départements qui utilisent la DXP pour orchestrer ces différents points d'interaction avec les clients en ligne. Et donc, il faut qu'ils puissent adopter facilement, basculer du produit vers le contenu, vers les campagnes marketing, vers les canaux de vente. Et on a mis en place très récemment ce qui s'appelle le Customer Advisory Board. Et on encourage tous nos clients à éventuellement faire acte de candidature. On regroupe un certain nombre, une dizaine de clients autour de thématiques. Et là, les dernières thématiques étaient autour de la collaboration, des échanges entre les différentes équipes qui contribuent à mettre en place ces campagnes. On a parlé d'IA, on va sûrement aussi en parler un peu plus tard. Mais c'est vrai que ce sont des groupes de travail qui permettent d'aller vraiment dans le fond et de sortir des fonctionnalités qui vont être intéressantes pour nos clients. Et tu me disais que du coup, sur la roadmap, le travail, en tout cas avec tes équipes, c'est de travailler sur deux axes, à la fois les améliorations et puis quelque part les nouveautés, c'est ça? Effectivement, on est toujours à essayer de continuer à améliorer l'existant, être encore plus efficace, et on va le voir dans les démos. On a énormément amélioré le Page Builder, par exemple, pour gérer les campagnes encore plus facilement. Et puis, c'est vrai qu'on a ajouté quand même de nouveaux outils, de nouveaux modules. Et là, sur cet écran, il y a Connect, par exemple, qui permet l'automatisation, l'intégration avec les différents systèmes. Une DXP toute seule ne peut pas faire grand-chose. Elle a besoin d'informations aussi venant du CRM, de PIM externe, de l'ERP et Marketing Automation, etc. Donc, ce sont des outils qui vont être connectés à la DXP et Ibexa Connect répond à ces besoins. Voilà. Et puis, on va voir le PIM qui est aussi un des composants primordiaux de cette V4. Et oui, donc tout ça, ça donne envie forcément. Et donc, ce que je te propose, c'est de partir sur les démos, comme on l'avait promis. Démo aujourd'hui. Donc, allons-y. Présentons un petit peu toutes les nouveautés de la 4.6, notamment et ici sur la dimension amélioration du quotidien des équipes marketing. Effectivement, sur la partie, en 4.6, cette version qui va sortir dans quelques semaines, on a mis un focus sur les équipes marketing et la collaboration entre ces différentes équipes et les créateurs de contenu de façon à ce qu'ils soient encore plus efficaces dans cette création de contenu. Alors là, sur l'écran, c'est un site de démo très simple où vous allez pouvoir visualiser les produits, les articles, des formulaires de contact pour la lead generation, etc. C'est un site où on retrouve du commerce, des articles très génériques. Tout ça, c'est sur Ibexa DXP. Et je vais aller me connecter directement dans l'interface d'administration. La première des fonctionnalités qui arrive en 4.6, qui est un petit peu aussi adaptée aux différents profils, aux différents types de personnes qui utilisent la DXP, ce sont les dashboards customisés. Si je suis, et là je suis connecté en tant que Patricia qui gère le site et les campagnes,
elle va avoir de la création de contenu, de la création d'assets. Je peux avoir les informations qui viennent de sources externes comme la Matomo, d'analytics, de données sur les visites de mon site, etc. Et d'autres personnes auront d'autres dashboards qui peuvent être, encore une fois, adaptés à leurs besoins ou aux équipes métiers. Donc ça, complètement personnalisable, c'est aussi ce qui était assez demandé pour être plus efficace. Et je vais rentrer commencer la partie gestion de contenu et de campagne avec cette interface que peut-être certains d'entre vous découvrent, puisque c'est le nouveau design. Et encore une fois, comme je le disais, ça a été beaucoup testé, on a eu beaucoup de retours et c'est très efficace en navigation. La première des choses, et Michael le mentionnait avec Pierre Fabre notamment, il y a beaucoup de sites, beaucoup de langues. On introduit une sorte de switcher qui va permettre de lister tous les sites et de filtrer la navigation par rapport à ces sites. Donc si je suis responsable du site coréen de Pierre Fabre, je vais aller chercher dans ma liste juste ce site-là et ça va me filtrer automatiquement la navigation. Et ça, c'est une nouveauté aussi de la 4.6 ? C'est une nouveauté de la 4.6. Donc dans l'exemple que donnait Michael tout à l'heure avec Pierre Fabre, par exemple, une centaine de sites, 120 sites, c'est-à-dire que les contributeurs peuvent quelque part filtrer, avoir une vue réduite quelque part de l'arborescence et de leur contexte. Quand on parle de 100 sites ou de multilangues et de multisites, multimarques, ces architectures de contenu deviennent assez larges. Ouais, ça peut être des milliers de contenus. Ça peut être des millions d'entrées dans la base de données. Donc là, on se concentre juste sur un site, etc. Ouais, c'est super. Vraiment très attendu, je pense, par nos clients. Des petites choses qui étaient attendues aussi, la preview qui est directement accessible ici, un petit bouton qui permet juste de prévisualiser. Oui, vas-y. On ne parle pas souvent de l'arbre de contenu, et l'arbre de contenu, c'est quelque chose qui est toujours adoré par nos clients parce que c'est tellement de complexité dans les projets de digitalisation que avoir les choses en structure, ordonnées, et voilà, depuis des années, c'est un des features qui est toujours valorisé par nos clients. L'arbre de contenu, effectivement, pour naviguer, trouver effectivement les bons contenus à éditer, à changer, à bouger. Et on a aussi mis un menu contextuel qui a été étoffé au cours de la version 4 pour aller encore plus vite. Et si je vais, par exemple, sur celui-là, je vais pouvoir directement éditer sans avoir à sélectionner ou à bouger ma souris. Je navigue et directement, je suis sur l'arbre de contenu. Quelque chose qu'on a rajouté aussi depuis en 4.6, c'est ce focus mode. C'est vrai que quand on commence à avoir de larges images, des contenus encapsulés, etc., on a besoin de plus d'espace. Et souvent, les clients nous ont dit c'est trop petit, j'aimerais pouvoir avoir plus d'espace pour quand je rédige ou quand je me concentre juste sur une partie. Et effectivement, ça arrive aussi bien là sur l'interface d'édition classique que sur Page Builder. Et on verra l'intérêt aussi sur Page Builder. Les boutons ont été regroupés. On a beaucoup plus de visibilité sur cette interface. Alors on voit le point commun, en tout cas en pointillé, de la recherche de productivité, toujours d'aller dans le sens de la simplification du digital. Et puis, je pense que c'est un point important, c'est que tout est sur la même plateforme. Tout est sur la même plateforme. Et c'est vrai que cette nouvelle interface qui a été simplifiée avec les boutons qui ont été uniformisés, les différents, on le verra sur d'autres modules, basculer du PIM à la gestion de contenu ou la gestion marketing ne déstabilise pas les utilisateurs parce qu'il y a on a utilisé les mêmes patterns. Et le gros travail en 4.6, il est sur Page Builder. Nos équipes ont énormément travaillé pour
rendre l'utilisation de ce Page Builder encore plus simple. Alors rappelle-nous, c'est quoi le Page Builder? Page Builder, c'est une interface qui va vous permettre de créer des pages d'accueil, des pages de catégories, des sections sur votre site, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des campagnes. Si je lance une campagne pour le lancement d'un nouveau produit, je peux très bien créer une page dédiée et je vais avoir différents blocs qui sont préconfigurés. Et très facilement, j'agrège du contenu, j'agrège des produits, j'agrège un formulaire dans une seule et même page avec du drag and drop, très facile d'utilisation pour les équipes marketing à mettre en place. Alors fais-nous voir ça un petit peu. Alors, les concepts restent les mêmes. Il y a des zones, il y a des blocs qu'on a ajoutés, mais surtout, la navigation, le changement, l'administration de ces blocs a été énormément simplifié. Et on a essayé de réduire les clics. Quand je rajoute un bloc, là je voulais rajouter par exemple le texte, automatiquement ça va m'ouvrir le side panel. Je gagne un clic plutôt qu'avant, il fallait effectivement cliquer sur la petite molette et puis après aller sélectionner. Donc je gagne du temps quand je crée mes pages. Il y avait aussi l'autre fonctionnalité en disant si j'ai besoin de 3 blocs, il va falloir que je glisse 3 blocs. Aujourd'hui, si j'ai envie de dupliquer un bloc, je peux le faire très facilement. Je clique sur Duplicate et là, automatiquement, j'ai un bloc qui a été créé et je vais pouvoir aller sélectionner, par exemple, un autre catalogue. Et automatiquement, vous voyez, alors je ne l'avais pas montré juste avant, mais il y a le catalogue qui était juste au-dessus. Là, j'ai dupliqué mon bloc. Donc, très facilement, je peux dupliquer, changer quelques paramètres. Je gagne du temps plutôt que de recliquer, reconfigurer, etc. On gagne énormément de temps. Dans l'orchestration, dans l'administration de ces pages-là, on gagne aussi du temps puisqu'on a ajouté des boutons de déplacement, déplacer en haut, déplacer en bas. Donc, en cliquant sur juste ce bouton-là, je le bouge d'un cran. Je peux aussi le bouger encore plus en allant au-dessus. Donc, il bouge aussi de zone. Tout ça, ça a été simplifié puisque quand on commence à avoir des pages qui sont très larges, très longues, avec beaucoup de contenu, plus le défilement de la page, c'est vrai que c'était difficile pour les équipes à administrer tout ça. Et puis, il y a des choses aussi, je vais descendre sur ça, nos clients nous ont fait le retour que je sais que j'ai ce bloc-là et je vais devoir le mettre à jour, je ne sais pas où est ce bloc. On a mis des petits boutons ici pour faciliter l'accès à ce contenu. On sait qu'il est dans le Content Repository d'Ibexa. On veut aller le voir, on veut le changer. Si je clique sur Edit, je me retrouve directement à éditer. Je gagne du temps parce que je n'ai pas à aller ouvrir un nouvel onglet, etc. Tout est automatisé. Et là, je peux mettre effectivement Scientist Community. Je le publie. Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais est-ce que le Page Builder va connaître ça, va être au courant d'un changement? Effectivement, quand je ferme ou quand je save, le bloc se rafraîchit. Je me retrouve avec le titre mis à jour. Mais ça marche pour les images, ça marche pour la description, ça marche pour n'importe quelle mise à jour de contenu. Ça marche aussi pour les produits. La version et tu gardes Bien sûr, les versions sont gardées, etc. Si jamais vous êtes en train de changer aussi de ce côté-là et que dire « Ah ben oui, j'aimerais bien rafraîchir ce bloc-là parce que je sais que mon collègue l'a changé », j'ai ce petit bouton « Refresh » qui va me permettre de recharger juste ce bloc et la mise à jour. Quand on parle d'orchestration de pages et de collaboration entre les gens, c'est quand même une grosse amélioration sur cette version 4.6. Donc ça, on voit les progrès significatifs de la 4.6. Et ce qui est flagrant quand même, c'est que c'est beaucoup de retours clients. Donc c'est-à-dire que cette collaboration, quand même, elle fonctionne. Je ne sais pas si je dois partager ton numéro de téléphone à la fin de l'émission, mais en tout cas, ça marche bien. Ou mon email, ça marche aussi.
La dernière chose que je voulais montrer sur Page Builder, effectivement, qui a été de retour client, c'est effectivement de pouvoir facilement réorganiser la page. On a ces petits boutons-là, mais souvent, c'est pas si simple si je dois le cliquer 10 fois pour remonter. Donc on a introduit une nouvelle vue sur le côté, qu'on appelle Structure View, avec toutes les zones, tous les blocs. Et là, c'est pareil, vous pouvez décider de réorganiser en drag and drop la structure de votre page. Alors, je ne l'avais pas forcément montré là, mais voilà, le texte Contact Us, il est monté en haut. Je peux très bien essayer de le redescendre juste avant mon formulaire. Et voilà. Super. Donc ça, ce sont des outils qui arrivent en 4.6, une nouvelle version du Page Builder qui va augmenter l'efficacité des équipes et surtout la gestion de leur page, de leur page de campagne, etc. Donc là, on a vu pas mal d'améliorations, finalement, déjà en tout cas sur la 4.6. Alors, plein de choses qu'on n'a pas vues encore. Je crois que tu avais parlé des notifications, la possibilité de sauvegarder forcément ces pages, toujours autour de la collaboration, la recherche en back-end, la taxonomie qui a été introduite sur la version 4 aussi. Oui, il y a eu la taxonomie, il y a eu aussi tous les modules SEO qu'on a améliorés. Donc, tous ces outils utiles pour les équipes marketing font partie intégrante de Ibexa Headless dès les premières versions, de façon à ce que les équipes effectivement puissent être efficaces au maximum. Et super, donc en tout cas, on avait forcément un timing contraint, en tout cas pour cette première présentation autour des améliorations. Alors, il y a un sujet quand même qui vient au quotidien pour tout le monde, c'est le sujet de l'IA. Le sujet de l'IA. Et donc là, on parle des améliorations d'Ibexa DXP. Comment ne pas traiter ce sujet de l'IA? Bertrand, aujourd'hui, quand on est une DXP, que le cœur, c'est le contenu, pour créer des expériences de haut niveau, l'IA, forcément, c'est quelque chose qui est prometteur dans le contexte d'Ibexa, non? Tu pouvais pas t'en empêcher d'en parler, de toute façon, l'IA. Non, mais oui, l'IA, c'est une évidence pour la DXP. Donc, il n'y a même pas de hype à faire. C'est pour la productivité de création de contenu, une DXP a et aura de l'IA à plein d'endroits de l'outil, bien entendu pour les contributeurs de contenu, tout ce qui va booster la productivité. D'ailleurs, à ce titre, je tiens juste à préciser que voilà, ChatGPT est une évolution de l'IA, mais nous, on a depuis plus de 4 ans, au cœur de la DXP, donc du machine learning, on a ce moteur de personnalisation comportementale qui recommande le bon contenu en fonction du comportement qu'on a eu, en fonction du segment sur lequel la personnalisation place l'utilisateur. Donc voilà, c'était une boîte un peu plus fermée, il n'y a pas ce dialogue que les nouvelles solutions d'IA proposent. Mais effectivement, donc l'IA, on a beaucoup travaillé dessus et vous allez voir des choses arriver très très prochainement. Est-ce que tu as des idées, des use cases en fait, où quelque part l'IA peut arriver dans la DXP et encore améliorer le quotidien des équipes marketing? L'exemple classique, je pense que les gens commencent à être familiers avec ça, mais c'est un contenu similaire à celui-là, ou une image qui est similaire à celle-là, ou juste un prompt assez générique sur une idée de blog ou une idée d'article. Mais ça peut être aussi des tâches assez répétitives. Par exemple, dans un pin avec beaucoup de produits, la description de produits, la métadescription qui peut être assez répétitive, de générer ça grâce à l'IA. Donc il y a plein de use cases qui seront pertinents pour nos contributeurs de contenu. Alors par contre, ça peut être un peu paradoxal de se dire, tout à l'heure en introduction, on valorisait la complexité en disant il faut que les marques quelque part se révèlent, soient elles-mêmes. Et là, on a l'IA quelque part qui peut automatiser et puis d'un point de vue authenticité, ça peut générer quand même un débat. C'est un gros débat et voilà, il y a la question intéressante pour nous dans notre marché, c'est pas de se poser la question si l'IA va faire partie de la plateforme. Ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est quel est l'impact de l'IA sur notre marché et sur le marché de nos clients. Donc il y a la composante éthique. Nous, on est un groupe norvégien avec des actionnaires suédois. Donc la composante RSE, la place de l'humain va jouer un rôle très important. Productivité, oui, avec l'IA, mais la propriété intellectuelle, voilà, point d'interrogation sur trouver le bon équilibre. Après, la composante marché est très intéressante. Comment l'utilisateur de demain, le consommateur de demain, dans un monde
hyper digitalisé. On pensait que l'Internet était arrivé à un niveau de saturation en termes de contenu. Le consommateur européen demain, il va être exposé à du contenu qui sera fait par des machines, alors, des vidéos, des images, tout. Même un concurrent peut être créé, qui sait, demain, en peu de temps. Donc, comment va-t-il réagir face à ça ? Et nous, on prône le numérique de confiance. Donc, pour gagner la confiance de l'utilisateur, d'ailleurs, l'aspect culturel est intéressant. Il y a les premières études qui sortent, KPMG a un rapport intéressant là-dessus, sur l'aspect du consommateur américain, en Asie et en Europe. Et c'est vrai qu'on est les plus prudents, on est les plus sceptiques, entre guillemets. C'est moins de 50% du consommateur qui voit l'IA comme quelque chose de positif. Alors que pour vous donner une idée, en Asie, c'est plus de 90%. Aux États-Unis, on est plus à 60-70%. Donc voilà, il faut penser à ça. Et nous, on va proposer des outils. En tout cas, on a envie de proposer des outils pour nos clients qui puissent jouer la transparence. En tout cas, avoir cette option de dire, voilà le produit que j'ai, voilà une image, voilà un contenu. Ben, sachez que cette image a été faite avec de l'IA, alors que celle-là a été faite par un collaborateur de l'entreprise. Et juste donner cette transparence-là, on pense que pour la bataille de la confiance et de ce numérique de confiance, ça fera une différence sur le marché. Donc voilà en tout cas quelques directions où à la fois Quantum et Ibexa s'inscrivent. Et donc, en résumé, en tout cas pour la productivité, pas de doute, il faut y aller. Bien sûr. Par contre, effectivement, sur la confiance et l'authenticité, attention à la carte. Mais en tout cas, il faut que l'utilisateur et les équipes marketing soient conscients quand même de ce que ça peut représenter sur la marque, sur le branding, sur l'entreprise, sur son marketing. Et comment se différencier, ça va être l'enjeu de demain. Comment sortir, se positionner sur un marché qui va être encore plus croulé sous les contenus, sous le numérique. Donc voilà, la différenciation, on y reviendra, je pense, tout à l'heure aussi. Alors, sur le sujet de l'IA, on a une petite vidéo. Sylvain, pendant tes vacances, tu n'as pas pu t'empêcher. Tu as travaillé un petit peu. Et donc, si en régie, en tout cas, on peut passer cette vidéo et que tu peux nous la décrire pour faire voir un petit peu, voilà, grosso modo, ce que ça pourrait apporter, Ibexa On a et l'IA. on a exploré, effectivement, et là, sur cette vidéo, les premiers tests connectés à ChatGPT directement sur le rich text. On pourrait avoir un bouton qui, avec une pop-up, vous tapez un prompt, et là, en cliquant sur générer, ça interroge ChatGPT, ça retourne le résultat, et automatiquement copier-coller ou insérer dans le contenu, dans le blog. Et là, Bertrand, peut-être tu voulais en parler de cette partie-là. Vidéo. Je vous parlais d'outils qui vont permettre d'être transparents quant à l'utilisation de l'IA. Donc là, on voit tout simplement un utilisateur qui crée un contenu là à l'extérieur de la plateforme et qui va utiliser ce contenu comme un éditeur dans la production d'un contenu marketing ou d'une page. Donc là, web il ou est mobile. sur ChatGPT, Il est sur ChatGPT, autre... il va créer son article, il va tout simplement réutiliser le contenu qu'il vient de créer. Et vous allez voir qu'on a déjà des prototypes qui nous permettent d'identifier dans la plateforme si le contenu a été créé par ChatGPT ou par l'IA en général. Et c'est juste un marqueur, vous allez voir qu'il y a un marqueur en bas du texte qui va détecter justement que le contenu a été créé. Voilà, on a un marqueur en rouge qui détecte même le pourcentage du contenu qui a été créé par ChatGPT. Et puis là, c'est pour l'utilisateur final, on peut même rendre visible de manière assez transparente. Encore une fois, ça sera le choix du client, ça sera le choix de nos clients, mais donner cette possibilité-là, je pense, c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est des outils supplémentaires et puis au moins ça avertit, ça responsabilise aussi les marques sur ce sujet-là. Mais on voit bien le potentiel quand même de l'IA. Alors, la question, c'est quand est-ce que ça arrive sur Ibexa, surtout qu'on arrive proche de la version LTS 4.6. Est-ce qu'on peut imaginer des packages, des bundles un peu bonus qui vont enrichir Ibexa DXP sur l'IA? C'est la bonne nouvelle, c'est que tout le travail qu'on fait sur l'IA sera compatible avec les versions 4 et avec les versions futures. Donc on va effectivement faire ça sous forme de bundles, sous forme de services qui permettront à nos clients d'utiliser l'IA déjà au fil de l'eau et compatible avec les différentes versions. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Eh bien super, merci. Donc c'est déjà terminé pour cette deuxième partie qui traitait le sujet des améliorations. Tout de suite, la troisième partie, jingle. Allez, Sylvain, on continue avec toi. On a traité les améliorations. Là, on va traiter des nouveautés. Alors là, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, le PIM, la CDP, l'e-commerce, et j'en passe, et j'en passe. On a vu tout à l'heure, hein, sur ce schéma à l'écran, le périmètre, hein, aujourd'hui d'Ibexa DXP avec ses 17 composants, hein, on voit ce schéma à l'écran. Et donc là, ce périmètre, c'est le périmètre aujourd'hui de la V4. Et donc il a été énormément enrichi en fait à travers les nouveaux composants quand même qui ont été développés au cours de cette roadmap. Un composant que je voudrais mettre en avant, et on peut peut-être commencer par ça, c'est la partie contenu. Quand on se pose la question comment on crée des expériences de haut niveau, nous c'est dans notre ADN, le contenu ça joue un rôle fondamental. Alors jusqu'à présent on avait beaucoup de contenus qui étaient plutôt des contenus marketing, des pages de contenu, etc., des images. Avec la V4 arrive le PIM, c'est ça, et donc toute la partie fiche produit, contenu produit quelque part. Tout à fait. On s'est basé énormément sur notre cœur de content management. Mais dans le passé, effectivement, on a vu nos clients créer des produits directement dans le Content Repository avec certaines limitations, notamment au niveau du pricing, de l'inventaire et des attributs et des assets qu'on peut utiliser. Et en V4, dès la 4.0, on a sorti les premières itérations de ce nouveau module, de ce nouveau composant qu'on appelle PIM, Product Information Management, qui peut être utilisé et activé en parallèle, en association avec le reste de votre site. Et pour cela, peut-être qu'on va regarder directement sur Parfait. sur l'écran et sur l'interface d'administration. Alors, on parlait des produits juste avant, juste pour être sûr qu'on soit aligné sur la même longueur d'onde, sur voilà, ce genre de produits complexes ou pas, hein, tout dépend de l'offre. Ça peut être aussi des services qu'on puisse offrir en ligne. On va les retrouver présentés de façon interactive sur le site en front. Pour les gérer, on a une nouvelle entrée qui se trouve ici, qui s'appelle le Product Catalog, directement dans l'interface d'admin, qui est effectivement le PIM. Et tous mes produits se retrouvent listés ici, dans mon PIM. Et je vais pouvoir les utiliser dans mes campagnes, dans mes blog posts, etc. Vous pouvez avoir un nombre de produits assez important, puisqu'on a fait des tests avec des tests de charge avec des millions de produits, des millions d'entrées dans la base. Et ça marche bien. On a certains clients qui ont, par exemple, 15 millions de produits, 15 millions de références. Et on a fait on a des clients qui ont des solutions complexes. On a pu tester ça. Chaque produit est donc gérable et on va, comme le reste du contenu, vous pouvez naviguer et voir, sans parler de l'interface. Quelqu'un qui va passer sur le PIM ne va pas être complètement déstabilisé par rapport à l'interface, par rapport à l'édition, par rapport à la gestion des produits, puisque en fait on se retrouve dans une même, avec beaucoup de similarités. Et vous allez pouvoir associer la partie plus marketing qu'on trouve dans l'onglet détails, c'est-à-dire les images, les descriptions. Là, par exemple, vous voyez, j'ai listé tous les avantages de cette solution. Et puis, en parallèle, je vais avoir les descriptions plus techniques qui peuvent parfois venir de composants externes tels que les ERP et qu'on peut synchroniser avec Ibexa, puisque c'est une des demandes assez récurrentes, c'est comment je me connecte à un PIM externe, comment je me connecte à un ERP externe, parce que toutes mes informations produits sont sur des systèmes en dehors d'Ibexa, mais j'ai besoin de les orchestrer sur ma plateforme, j'ai besoin de les rendre attractifs à mes visiteurs. Donc comment j'associe effectivement
de l'information très technique, des brochures, etc., avec des choses plus marketing, eh ben ça c'est le nouveau PIM. Et c'est le nouveau PIM avec des petites fonctionnalités qui vont sûrement à un moment arriver aussi sur la partie content management. Hein. Je fais peut-être un petit teaser sur ça. Mais completeness, pour avoir une expérience utilisateur au top, on a besoin aussi d'avoir des moyens de contrôler. Est-ce que j'ai tous mes assets? Est-ce que j'ai toutes mes informations qui sont bien remplies pour que mon utilisateur, quand il visite mon site, puisse avoir toute l'information disponible? Donc on a Completeness qui est configurable aussi, qui liste tous les éléments qui manquent. Hein, voilà. Et là, je m'aperçois que si je mettais un peu plus d'images, peut-être que ça augmenterait l'engagement avec mes visiteurs. Et là, je vais vous montrer très rapidement. Je drag and drop 2 images, ça les upload dans mon système, ça les crée, ça les associe. On peut en créer des collections en fonction des variants. Très simple d'utilisation. Et évidemment, tout ça, c'est disponible depuis Ibexa Headless, c'est-à-dire dès les premières entrées, le PIM est disponible. Et donc, vous pouvez mettre en avant vos produits dès les premières étapes de transformation digitale. Et donc là, on a un vrai PIM complet, hein, Bertrand, c'est-à-dire qu'on a le référentiel produit, gestion des variantes, gestion des prix. Voilà, c'est vraiment tout en un, intégré encore dans l'interface, mais c'est un vrai PIM complet. C'est à la fois tout en un et en même temps, si on a déjà un PIM existant qui doit être dans un premier temps intégré, puis pour la suite changer, par exemple, c'est complètement possible. La grosse force de cet outil, on parlait de la frustration au départ, de rendre la complexité disponible dans des expériences riches, c'est le mariage entre le contenu marketing et l'information produit. Ça, dans tous les meetings qu'on fait avec nos clients, et le marketeur qui, lui, doit marketer ce produit dans différents marchés, dans différentes sous-produits, des catalogues qui sont partiels ou plus complets, il doit manipuler les deux. Et souvent, c'est un cauchemar parce qu'on a un repository de contenu à un endroit, on a ses produits ailleurs. Dans certains contextes, il faut traduire ça, c'est-à-dire qu'il va falloir traduire le contenu pour le rendre disponible sur un marché allemand, par exemple. Donc le fait d'avoir tout ça dans la même interface de gestion a des avantages d'agilité incroyables. Donc ça, c'est pour moi la force du PIM, c'est ce mariage fort avec le contenu. Alors, on continue. Donc là, on a traité le sujet de PIM. Alors, on pourrait y passer, je sais, tu pourrais y passer des heures. On pourrait parler de prix, on pourrait parler de custom pricing, des catalogues personnalisés aussi. Et les catalogues personnalisés. Mais on va pas avoir le temps. Mais par contre, dans les nouveautés quand même d'Ibexa aussi, hein, on le voit sur l'écran peut-être à travers cette slide, on a la partie contenu. Désormais, on a la partie data. Alors, désormais, on l'avait déjà à travers en fait la personnalisation. On introduit en fait, je pense que c'est important de voir la slide, la dimension CDP. Alors CDP, Molly peut-être, tu peux expliquer ce que c'est la CDP. Tout à fait. Et pour démarrer, je vais expliquer un petit peu aussi ce que ça n'est pas. La CDP, c'est un acronyme qui est relativement nouveau dans l'univers de la data. Et en tant que marketeur, vous connaissez certainement le CRM ou la DMP qui ont des avantages mais également des inconvénients. Et bien la CDP balaye tout cela pour avoir quelque chose d'encore plus efficace aujourd'hui. Et donc là, vous pouvez voir sur la slide ce que c'est un petit peu la CDP. Donc on va avoir la partie orchestration et gouvernance avec l'activation de data vers le site internet, vers l'application, vers le display. On va également avoir la partie Identity Management avec la partie Data Collection sur le CRM, les médias, les applications. Également la partie Intelligence artificielle qu'on a évoquée tout à l'heure et qui est très importante. Et puis enfin la partie segmentation avec les profils individuels. Merci Molly. Sylvain, si je résume, c'est-à-dire on oublie tout. Sur la partie data, la CDP, c'est le nouveau Graal. À la fois centralisation plus activation. Et quand tout à l'heure, on voyait cette slide, c'est-à-dire on a le contenu, en plus on a la data, là on commence à servir des expériences quand même de qualité. Oui, la CDP devient un outil quasiment indispensable pour les clients
de façon à personnaliser encore une fois ou adapter les expériences utilisateurs. On parlait de data collection, on parle aussi de data ingestion, où en fait on pousse cette information, qu'elle soit online ou offline, dans ces bases de données et qui vont pouvoir associer et avoir avec toute cette intelligence artificielle, regrouper les différentes interactions de façon intelligente et après l'activation sur les différents canaux qui va encore une fois augmenter l'engagement des utilisateurs. Donc ça, on veut que tu nous fasses voir. Et pour ça, je me suis connecté sur l'interface d'administration et on parlait donc d'audience, de segment, comment je target un segment. Là, j'ai préparé sur cette interface un exemple très très simple, de façon à rester très didactique, mais on pourrait associer beaucoup plus d'informations. La première, j'ai une sorte de règle qui va parcourir toutes les entrées de ma base de données, de ma Customer Data Platform, et qui va m'extraire un certain nombre de profils. Et pour le coup, pour moi, pour ce cas-là, les clients loyaux sont les clients qui ont acheté au moins une fois pendant la dernière année sur mon site internet. Mais je pourrais très bien associer ça avec, donc là c'est sur le site web, je pourrais très bien associer ça avec une visite en magasin, plusieurs visites en magasin quand effectivement les gens ont acheté directement en retail. Et à ce moment-là, je me retrouve avec ça va se calculer, une audience, une prévisualisation de l'audience avec une population de 38 personnes ou 38 profils. Alors cette base de données est très très simple, etc. Mais une fois qu'elle est calculée, elle est utilisable dans les différents canaux, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux, sur la marketing automation et évidemment Ibexa. Parce que j'ai aussi envie de personnaliser mes interfaces par rapport à ces clients qui sont loyaux ou à ces clients qui risquent de changer de fournisseur, etc. Donc je peux préparer mes audiences et adapter mon contenu. Allez, montre-nous, est-ce qu'on a envie de cliquer, on a envie de voir un petit peu le produit. Et pour cela, donc après j'ai différentes activations. Donc ça c'est la deuxième partie où là j'ai du HubSpot, mais je pourrais avoir l'Abexa CDP. Abexa DXP. Quand je me vais dans la configuration de Ibexa, vous allez voir dans cette interface des segments ou des audiences. Pour le coup, dans la CDP, on parle d'audience. Dans Ibexa DXP, vous allez retrouver ces audiences dans les segments. Et vous pouvez constater ici que il y a une section dédiée à la CDP. Ces audiences, ces segments vont être ensuite disponibles. Dès que j'en crée une nouvelle audience dans ma CDP, dès qu'elle est mise à jour, automatiquement, Abexa DXP va en bénéficier. Et donc les équipes marketing, quand ils ont préparé une nouvelle audience, vont pouvoir personnaliser les interfaces. Et je vais aller sur la page d'accueil. Alors ça, c'est une autre instance qui est connectée à la CDP. Et on va se concentrer sur le targeting block. Targeting block, d'une façon très très simple, c'est je diffuse ou j'affiche différents types de contenus, de produits, etc., en fonction d'un profil utilisateur ou d'un groupe utilisateur. Et pour le coup, ici, par défaut, je vois un certain contenu, je me retrouve avec aussi différents segments, immunologistes, customer at risk. Je peux très bien ajouter un nouveau segment et je me retrouve avec la liste des audiences qui sont déjà configurées et je pourrais très bien sélectionner. Donc là, tous les segments viennent de la CDP automatiquement. Et tout est mis à jour en temps réel, puisque Ibexa se connecte juste sur cette CDP. Et en fonction de la navigation et des parcours clients, eh bien, je vais pouvoir personnaliser. Alors là, c'est un exemple sur Page Builder, mais on peut aussi le faire sur n'importe quel type de contenu, en fait. Juste pour terminer sur ça, sur cet exemple, sur ton écran,
Ça veut dire qu'en fait, les contenus peuvent être personnalisés en fonction des segments que l'on récupère. Effectivement, quand je vais me connecter avec un certain profil, si je suis quelqu'un qui est détecté en tant qu'immunologiste, eh ben, je vais afficher certains types de contenus. Et bien, tout ça, c'est très clair. Alors, on a, pour résumer, on a vu la partie content, on a vu la partie data, et là, on voit sur cette slide, désormais la partie automation, puisque quand on regarde un petit peu comment créer une expérience de très grande qualité, le contenu est clé. La partie commerce, on en viendra tout à l'heure, mais avant, il y a la partie data qui est clé. La partie automation, désormais, et ça, c'est quand même aussi une très grande nouveauté quand même d'Ibexa V4, Sylvain. C'est la partie automation avec l'intégration de données, je crois, no-code, sans compétences techniques, mais aussi l'automation. Créer des expériences automatisées, ça c'est extrêmement Et ça, c'est grâce à important. Ibexa Connect qu'on a introduit en fin d'année dernière. Un nouvel outil super performant, efficace pour se connecter. Comme je le disais au départ, la DXP toute seule va être peut-être un petit peu limitée. Et de toute manière, nos clients ont besoin de la connecter à d'autres outils, à d'autres services. Et aujourd'hui, il y a toujours cette question de flux de données. Si je récupère de la donnée à tel endroit, comment je la pousse ? Et on a Ibexa Connect depuis peu, et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Allez, montre-nous ça. Et j'ai pris un exemple très très simple. Ça peut être beaucoup plus complexe, mais un exemple très très simple sur la lead generation. J'ai un formulaire de contact très très simple sur ma page d'accueil ou sur une page dédiée. Généré par Ibexa DXP. Par le form builder, etc. J'ai tous mes champs. Comment je vais pousser cette information sur l'outil Salesforce, qui est l'outil qui est équipé ou qui est configuré pour mon entreprise. C'est très très simple. Aujourd'hui, c'est ce formulaire-là. Je vais utiliser Ibexa Connect. Et ça, c'est l'interface d'Ibexa Connect. Et je l'ai préparé un petit peu pour vous en avance pour gagner un peu de temps. Donc, toutes les soumissions de formulaires de ce formulaire-là, je l'ai configuré pour cet exemple-là, vont arriver sur Ibexa Connect. Je vais juste écouter, enfin le système va juste écouter et très rapidement recevoir les informations que je vais pouvoir pousser n'importe où. Et là, on parlait de Salesforce. Automatiquement, quand je clique sur le petit plus, j'ai cette liste déroulante de plus de 1400 applications qui sont déjà disponibles sur Ibexa Connect. Donc là, on pourrait imaginer de le pousser vers n'importe quel type de système, mais on veut Salesforce. Donc je vais cliquer sur Salesforce et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une entrée dans Salesforce. Donc je vais Create New Record. Le système se connecte à mon instance Salesforce de démo. Et là, effectivement, en fonction de mes permissions et autres, j'ai accès à tout le Salesforce. Je vais créer un lead dans Salesforce. Et je récupère tous les champs. Donc là, vous voyez un petit peu, ça récupère tous les champs personnalisés de Salesforce. Donc c'est aussi dynamique. Et on voit en gras les champs qui sont requis. Ben, je vais récupérer le last name. Je peux aussi drag and drop, mais la compagnie, je la mets là. Et puis, je crois que j'ai l'email un peu plus bas, voilà, ici. Et donc là, on mappe un peu l'information qui arrive de Ibexa. On sauve. Et puis, on va attendre. On va soumettre le formulaire. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc là, on voit c'est la puissance quand même des API 2023. Enfin, de là, D'ailleurs, on n'a pas parlé beaucoup d'Ibexa et de Less, mais c'est vraiment ce que tu es en train de nous démontrer à travers Connect. C'est aussi la puissance, la capacité API first quand même d'Ibexa. Totalement. C'est-à-dire que depuis très longtemps, Ibexa a fait le choix de ses API. Aujourd'hui, on voit l'intérêt d'avoir investi énormément dans les API REST pour pouvoir offrir ce genre d'outils-là. L'application Ibexa dans Ibexa Connect couvre déjà beaucoup d'opérations, du contenu, du produit, etc. On va soumettre le formulaire et très rapidement, je vais essayer de passer sur cette interface-là. Voilà, vous avez pu
le voir, il y a le petit flux de données qui s'est passé de Ibexa vers Salesforce en poussant toute l'information. Et si je rafraîchis mon Salesforce, si tout va bien, voilà, je me retrouve avec une nouvelle entrée dans Salesforce qui va être prise en charge par les équipes de vente. On peut très bien imaginer d'ajouter d'autres étapes. À ça, on peut très bien dire, voilà, je vais les notifier sur Slack, créer un message sur un channel spécifique, etc. Juste pour conclure, avant de te redonner la main, voici, pour être complètement transparent et honnête, voici plutôt quelque chose qui est réaliste dans le flux de données, un process qui est peut-être un petit peu plus complexe, mais on le voit, dès que je vais soumettre une information, je vais regarder si cette information ou ce client ou ce contact existe déjà, et s'il n'existe pas, je vais créer une nouvelle entrée comme je l'ai fait, où je vais mettre à jour une fiche existante, une compagnie existante, mettre un petit message, voilà, ils ont recontacté sur le site internet. Tout ça, c'est adaptable, tout ça, c'est personnalisable et utiliser n'importe quel type d'application qui est adapté aux besoins de l'entreprise. J'ai peut-être une question pour Sylvain, si tu permets. Bien sûr. Parce qu'on a dans la salle, mais aussi en ligne, des clients qui n'ont pas forcément tout de suite la V4, qui vont peut-être migrer, qui sont intéressés par Ibexa Connect. Est-ce que sur d'autres versions, c'est Alors, j'ai une bonne nouvelle, puisque la semaine dernière, on a sorti, je peux vous le montrer, il y a une Ibexa DXP qui est effectivement l'application qui est disponible. Elle est compatible V4, mais depuis la semaine dernière, on a sorti aussi une version qui est compatible V3. Donc nos clients qui utilisent encore la V3 en attendant de migrer sur la V4 peuvent quand même utiliser Ibexa Connect et commencer à automatiser leur process parce que on va gagner du temps, on va gagner de l'efficacité. Moi, c'est ma feature coup de cœur. Je sais que Bertrand, tu l'aimes aussi celle-là, mais c'est vrai que voilà, dès que tu travailles dans l'univers du marketing, là, tu donnes l'exemple du lead. Voilà, tu veux même publier automatiquement tes news sur les réseaux sociaux, tu veux industrialiser ta traduction avec des freelances extérieurs, n'importe quel traitement, très très simple. Bertrand, finalement, c'est sans... Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de... Oui, je pense que tous nos partenaires et clients qui sont dans le monde de l'intégration depuis des années et des années comprennent la puissance d'un outil de ce type. Donc d'ailleurs, tous nos partenaires sont sensibilisés, formés sur ces sujets. Donc nos clients vont pouvoir avoir accès à ces compétences aussi rapidement. Donc non, c'est très puissant, effectivement. Ouais. Et je sais que nos partenaires, d'ailleurs, peuvent aussi créer des extensions sur mesure custom avec des applications métiers. Voilà, rentrons pas dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment une feature exceptionnelle. Pour revenir à notre présentation, à nos slides, tout à l'heure, on parlait donc de la partie content pour créer des expériences de très haute qualité, la partie data, la partie automation. Le Graal, c'est la transaction, c'est l'e-commerce. Et là aussi, Sylvain, quand même, sur cette partie-là, on a énormément travaillé. Et on est toujours dans cette philosophie quand même du tout en un. C'est-à-dire qu'on a sur la même plateforme à la fois la partie CMS, contenu, la partie marketing, la partie data, comme on a vu tout à l'heure, perso, CDP, automation et désormais la transaction. C'est-à-dire que là, on offre des expériences 360 sans couture, mais haute qualité. Tout à fait. Et c'est un gros travail de nos équipes d'ingénierie qui a été fait depuis le début de l'année. En V3, on avait effectivement un module commerce et il n'était pas forcément adapté à tous les besoins de nos clients aujourd'hui qui demandent encore une fois beaucoup de personnalisation, beaucoup de customisation. Et depuis le début de l'année 2023, on a énormément investi, on a complètement revisité ce module commerce et il est à la hauteur de ce que nos clients aujourd'hui attendent. Parce que le custom commerce, finalement, c'est un peu ce qui fait la force de cet outil. Enfin, tu le disais en introduction, mais très peu de clients ont un produit qu'on achète en 2 minutes dans un shop en ligne. Mais voilà, le custom commerce qui va allier ce contenu, ces process, ces intégrations pour à la fin déboucher soit sur une souscription ou sur un order qui peut être soit sur facture ou même dans
dans un panier. Voilà, enfin, c'est plus ce type de projet e-commerce, du custom commerce qu'on fait chez Ibexa. Tout à fait. Tu rentres dans le produit, Je vais montrer rapidement. Donc là, c'est sur la partie front. On a le store front chez nous qui permet, c'est un module qui arrive avec tous les composants nécessaires pour le panier, le checkout, etc. Donc là, je peux ajouter des produits dans mon panier. Très simple, hein, mais tout est personnalisable, tout est adaptable aux besoins. Et donc, on peut tout modifier, on peut tout modifier, on peut tout personnaliser. Cette version 4 est vraiment à la hauteur, comme je le disais, des attentes clients et partenaires. Donc si j'ai un besoin d'un checkout à 5 étapes pour valider ou 2 étapes, je peux aussi le personnaliser. Alors là, je suis connecté avec un certain compte, je suis enregistré, c'est du B2B. On a aussi des modules de drag and drop, de commandes, de fichiers CSV, de façon à automatiser encore plus rapidement les processus de commande. Mais là, c'est un cas très classique de B2B. On a du paiement offline, on a du paiement online, de la configuration avec un nouveau module de paiement en ligne qui arrive en 4.6. Et puis, voilà, je vais faire très très simple. Quand je place mon order, quand je passe commande, je me retrouve dans mon interface d'admin avec une nouvelle commande qui arrive. Et je vais me connecter avec un autre profil. Je vais me connecter avec le profil d'Hugo qui, lui, est plus en charge des produits, des ventes donc qui n'est pas du tout comme Patricia qui gérait plus la partie marketing. Vous voyez que quand je me connecte en tant que Hugo, mon dashboard, il est complètement différent de celui de Patricia. Je l'ai personnalisé avec mes centres d'intérêt, les commandes, les produits qui sont en stock. On a aussi de l'agrégation de contenu avec les différentes commandes et leur statut. Donc là, on est vraiment dans l'ADN qu'on présente depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que même sur le back-office, quelque part, c'est custom. C'est sur mesure, c'est-à-dire pas simplement le front, comme tu l'expliquais tout à l'heure, qui résonne aussi avec ce que disait Bertrand, hein, comment les marques, en fait, elles peuvent se différencier en étant différentes, justement, custom. Mais même sur le back-office, on voit que le dashboard n'est pas le même en fonction du profil. Pas le même, et c'est ce que aussi, de façon à augmenter l'engagement et d'être plus efficace, quoi. On a une nouvelle entrée dans l'interface d'Ibexa DXP pour le commerce et la gestion des commandes. Et ça a été entièrement aussi revisité avec, par exemple, cette commande-là qui regroupe toutes les informations liées au client, les différentes étapes de paiement, les différentes étapes statut d'envoi ou de paiement, tout est personnalisable, tout est adaptable en fonction des cas clients. Et pour terminer ce tour d'horizon très léger du commerce, je voulais vous montrer ce qu'on appelle les corporate accounts. Et là, c'est une autre entrée de la gestion des clients, plus dans le B2B, où on va avoir certains profils utilisateurs qui vont être acheteurs, qui vont collaborer autour des fois d'un processus d'achat dans un portail client, ou un portail partenaire. J'ai passé commande avec le profil de Tom tout à l'heure. Je me retrouve avec l'ensemble des commandes de ce client, qui a fait, où est le statut et de ces différentes commandes. Alors si on reste sur cette interface, hein, Bertrand, là aussi, tout en un. C'est-à-dire qu'on est sur la même interface, hein, on peut revoir peut-être cette interface, c'est-à-dire les produits, les contenus marketing, le PIM, tout est là. Donc si je modifie, Sylvain, le contenu, par exemple le produit, automatiquement tout le site est à jour. Oui, et c'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme centralisée. Quand on commence à mettre à jour des contenus, des produits, les commandes, etc., tout est mis à jour automatiquement. Mais aussi, certains de nos clients utilisent des systèmes externes. Et on le voyait tout à l'heure avec l'automation, la mise à jour de ces informations peuvent être aussi orchestrées. Un changement dans un système externe peut être poussé dans Ibexa. Et quand je me connecte sur mon
portail client, sur mon profil, eh ben, je vois les mises à jour qui sont faites dans un ERP, dans un CRM, dans mon processus d'application, dans ma soumission de différents formulaires. Est-ce que, Mickaël, des clients que tu croises au quotidien qui, quelque part, sont déçus parce qu'ils ont investi uniquement sur la brique e-commerce, t'en vois souvent? Oui, j'en vois, c'est des retours de nos clients, c'est des retours de nos partenaires sur le terrain. Et on constate effectivement souvent que un client qui veut se lancer dans du e-commerce sans avoir forcément préparé le terrain avant, il y a de grandes chances que ça soit voué à l'échec, ou en tout cas que les résultats ne soient pas à la hauteur de ses espérances. Donc c'est pour ça que chez Ibexa, on a, fort de ces renseignements, on a développé une méthodologie, et puis on a adapté l'outil et son côté modulaire également à cette méthodologie. Donc en quelques mots, on pense que c'est important d'abord d'asseoir la notoriété de sa marque ou de ses marques, de rassembler ces marques sur une seule et même interface, de gagner en cohérence, de faire venir son public, d'avoir du trafic sur son site, sur ses sites. Voilà, ça c'est la première base. Ensuite, on peut présenter ses produits, on peut présenter ses services. Et là, on déclenche la partie PIM qui va venir faire présenter tout ça. Ensuite, on peut ajouter de l'interactivité, du portail client, des échanges avec ses clients. Et une fois qu'on a toute cette processus qui s'est mis en place, une fois que les gens ont pris l'habitude de venir, de connaître nos produits, de discuter avec nous, et là on peut rajouter une brique commerce et ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la lignée de ce qu'on attend d'un site qui nous accompagne depuis un moment. Et justement, l'aspect modulaire d'Ibexa permet de vous accompagner sur ces différentes étapes progressivement. Donc là, on voit bien étape par étape et c'est cohérent finalement avec ce qui a été présenté tout à l'heure. Le client, finalement, il peut démarrer sur la partie un peu branding, aller sur la partie produit, lead generation, etc. etc. Et d'ailleurs, tu as évoqué portail, sujet qu'on n'a pas couvert aujourd'hui, mais qui est aussi dans Ibexa DXP. Alors, le temps file, peut-être Molly, si à distance ou ici, par exemple, nos clients veulent en savoir un petit peu plus sur Ibexa, veulent tester par eux-mêmes quelque part les différentes features, on a les démos interactives. Tout à fait, Grégory. Effectivement, vous pouvez aller sur le site internet d'ibexa.fr, dans la partie ressources, la partie démo interactive, et vous avez une quinzaine de vidéos qui reprennent ce qu'on a expliqué un petit peu aujourd'hui, le page builder, l'order management, le PIM, etc. Vous pouvez cliquer sur les démos et tester de votre côté. Donc c'est des démos étape par étape, en fait, c'est ça, où en fait on a une quinzaine d'étapes et un peu comme Sylvain l'a fait, quelque part on découvre le produit, quoi. Tout à fait, ce qui permet de se familiariser vraiment avec le produit, les différentes fonctionnalités et la plateforme Ibexa DXP. Eh ben super, merci Molly. Merci. On arrive déjà sur la fin de cette troisième partie. La quatrième partie va être aussi très croustillante. Restez bien accrochés. Jingle. Allez, on se retrouve sur cette dernière partie. Le temps file à une vitesse incroyable. C'était notre pari aussi, beaucoup de démos, 1h30, donc on tient le timing. Bertrand, sur cette quatrième partie, Ibexa a rejoint la famille Quantum il y a maintenant peut-être 2 ans, tu vas nous détailler tout ça. Ouais. C'est un projet incroyable. C'est très excitant aussi pour nous de rejoindre Quantum. Rapidement, pour tout le monde, Quantum, ça vient de Scandinavie, donc c'est un fonds très prestigieux suédois, Altor, qui a créé Quantum en 2020, avec l'ambition, un peu ce constat de la différenciation. L'hyperdigitalisation s'accélérant, comment les entreprises, avec un focus très européen dans un premier temps, comment les entreprises européennes vont pouvoir se différencier dans un monde hyperdigitalisé. Donc 2 enjeux pour ces clients, l'expertise d'un côté et l'agilité de l'autre. Donc Quantum, pour répondre à ça, expertise, approche best of breed. L'idée, c'est de créer un écosystème de solutions spécialisées, donc les meilleurs dans leur domaine. Pas une suite, on va dire, à l'américaine, mais vraiment des composants qui se complètent les uns aux autres pour justement aider les clients à suivre le rythme fou du MarTech. Il y a des solutions MarTech qui sortent tous les jours. Comment, demain, et en plus avec l'IA, on en parlait, on va pouvoir suivre cette cadence. Quantum arrive avec des composants choisis, bien pensés, les meilleurs dans leur domaine. On va avoir la chance d'en voir quelques-uns aujourd'hui. Et puis, donc ça, c'est l'aspect expertise.
l'aspect agilité, parce que l'inconvénient du best-of-breed qu'on a connu déjà dans le passé, c'est le manque d'intégration, c'est le manque de connectivité entre ces composants. Bah, ils sont connectés, ils sont préintégrés. Vous avez vu la plateforme Connect, on va pouvoir le faire avec ces composants-là. Et surtout, on a nos partenaires aussi qui sont là. On a un vrai réseau Quantum de partenaires qui se met en place pour faciliter cette intégration et cette mise en place. Donc, super excitant. On a vraiment l'ambition de se positionner, et je pense que c'est en train de se mettre en place maintenant, face à des écosystèmes, on va dire, un petit peu plus traditionnels ou un petit peu plus lourds, en tout cas avec du Salesforce, du Adobe, du Sidecore sur nos marchés. Et encore une fois, j'insiste sur la composante culturelle. La Scandinavie en termes de RSE, je pense, est un peu en avance par rapport à tout le monde. Et l'aspect européen, privacy, IA responsable, numérique de confiance, tout ce dont on parlait tout à l'heure, ça fait aussi partie des valeurs qu'on veut mettre en place avec Quantum. Donc là, on voit sur l'écran les premières marques, sociétés qui ont rejoint ce projet Quantum. Et on a une deuxième slide, Bertrand, qui rentre un petit peu plus dans le détail des sociétés. Et notamment, on aura à distance, en duplex, Qualifio et puis Actito. Vous allez voir deux pépites qui sont vraiment très intéressants. Je te laisse les décrire peut-être. Très rapidement, en tout cas, pour nos clients qui utilisent une DXP, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va pouvoir enrichir cette DXP avec des composants qui vont aller plus loin. Donc, par exemple, Qualifio, on va avoir une petite présentation dans un instant, mais c'est génial parce que c'est du contenu interactif. Donc, nous, on propose beaucoup de contenu, mais du contenu interactif qui va permettre de capturer de la donnée. Zéro first party data, qui est aussi l'enjeu de faire les choses comme il faut d'un point de vue données. Donc Qualifio s'inscrit très facilement dans la DXP. Ensuite, on parlait d'activation, tu en parlais autour de la CDP. Maintenant, on est très très bon de notre côté à pouvoir orchestrer cette donnée. Comment l'activer encore mieux? Actito est un leader européen de l'activation pour aller sur des canaux que nous, nativement, on ne sait pas gérer. Donc le mail, le push, le SMS, l'applicatif. Donc on va aussi avoir un petit teaser autour de ça. Et puis il y a d'autres solutions qui pourront être pertinentes dans la tech, dans la vidéo. J'en passe, mais en tout cas, pour les utilisateurs d'Ibexa, la CDP, Actito et Qualifio vont nous permettre d'enrichir effectivement la CDP. Et donc vous avez vu cette mosaïque Ibexa déjà. Avec Quantum, on va vraiment pouvoir aider nos clients encore plus loin dans leur approche digitale pour se différencier. C'est vraiment la clé. Et un mot-clé qui est important, tu l'évoquais, c'est composable. Oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, chaque client est différent. Chaque client a peut-être aussi déjà des logiciels existants dans son environnement technique. Et donc, en fait, c'est à la carte. On peut aller sélectionner les meilleurs composants en fonction de ses besoins. C'est ça, c'est le composable. Alors, le composable, c'est un mot qui vient de la technique. C'est souvent parce qu'on peut utiliser, grâce à toutes ces API, justement des composants de ma stack Martech que je construis. Nous, on va ajouter ce qu'on aime appeler le business composable, parce qu'on va créer de la cohérence autour de ces composants, avec des roadmaps qui vont être synchronisés et des features en commun. Donc oui, mais en tout cas, pour nos clients, le mot composable et choisir les bons composants en fonction de leurs besoins pour aller vers ce sur-mesure dont tu parlais, c'est l'idée en tout cas. C'est de l'agilité. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, j'ai le plaisir d'inviter sur ce plateau à distance. On aime la complexité chez Ibexa. Donc, on a Flavien. Salut Flavien. Bonjour tout le monde. Très content de t'avoir à côté de nous. Alors, il y a plein de super techno quand même chez Ibexa et dans le groupe Quantum. Qualifio, c'est ma pépite. C'est vraiment la techno à découvrir pour tous nos clients. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter peut-être rapidement en 1 minute, allez, Qualifio, puis après, surtout, rentrer dans le produit? Oui, avec plaisir. Du coup, Qualifio, on est une plateforme SaaS de marketing interactif. L'objectif de Qualifio, c'est de mettre à disposition de nos clients une plateforme et de la mettre à disposition aux équipes marketing pour leur permettre de créer du contenu interactif très rapidement. Du contenu interactif qui peut se trouver sur leur site web ou via un mini-site dédié.
Et l'objectif, comme le disait Bertrand tout à l'heure, c'est d'utiliser ces mécaniques interactives comme levier pour venir collecter de la donnée. Donc de la donnée first party et zero party pour venir du coup nourrir ces systèmes, que ça soit Aptito ou d'autres systèmes que nos clients utilisent. On a une solution qui est composable également, ce qui veut dire qu'on peut venir enrichir n'importe quel système. Donc là, on le voit hein, sur cette slide-là, et d'ailleurs c'est impressionnant, hein. Vous avez un nombre de clients qui vous font confiance, et pourtant, boîte récente, hein, qui est assez incroyable. Je voyais dans l'univers du luxe, par exemple, dans la gestion des jeux concours, hein, je sais que votre périmètre il est plus large que ça, mais finalement c'est assez impressionnant quand même, le nombre de clients qui vous font confiance. Tout à fait. On est une société qui est née dans les groupes médias il y a un peu plus de 10 ans maintenant, mais on s'est énormément diversifié. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup d'entreprises dans le secteur du luxe désormais, notamment dans les cosmétiques. Vous parliez de Pierre Fabre tout à l'heure, qui est une référence à nous également. Et voilà, ces entreprises nous font confiance, notamment parce que la plateforme, elle peut être utilisée par différentes équipes sur différents marchés. Donc, on leur met à disposition une plateforme qui peut être utilisée par plein de profils différents sur des marchés différents, notamment. Allez Flavien, tu connais le parti pris de l'émission, donc on veut rentrer dans le détail, on veut découvrir le produit. Tout à fait. Et je vais vous partager mon écran du coup. Donc ici, vous êtes sur le back-office de Qualifio. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Qualifio, vous pouvez créer plus de 50 mécaniques différentes, donc des mécaniques ludiques. Ça peut être des jeux, mais ça peut être des mécaniques ludiques qui vont être chartées à l'image de votre marque. Si je veux créer une campagne, comme vous le voyez, j'ai un magnifique call to action orange ici qui me permet de créer une nouvelle campagne. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai plein de mécaniques qui sont différentes. Donc, si je veux faire de la collecte d'opt-in, par exemple, on peut vous mettre à disposition des instants gagnants, type roue de la fortune ou jackpot, par exemple. Si vous voulez créer simplement de l'engagement avec votre marque, vous pouvez créer des jeux type memory, puzzle, etc., etc. Donc, toute une variété de jeux pour répondre vraiment à des problématiques d'engagement. Et vous pouvez répondre à d'autres problématiques telles que de la création de contenu UGC sur les réseaux sociaux via des concours photos ou des concours vidéo, par exemple, des quiz ou des sondages, et également des tests de personnalité. Tout à l'heure, on parlait de Pierre Fabre. Comment est-ce qu'une entreprise comme Pierre Fabre nous utilise principalement? C'est de se dire, j'ai envie de venir collecter de la donnée, mais je veux collecter de la donnée de manière subtile, pas avec un simple formulaire, mais en proposant du coup une campagne interactive. Et du coup, ici, une entreprise comme Pierre Fabre peut nous utiliser via des tests de personnalité, par exemple, ce qu'ils appellent des diagnostics, un diagnostic de peau, par exemple. Et du coup, ici, comme vous le voyez, si je veux créer ce diagnostic, j'ai quelques étapes à respecter. Donc, est-ce que je veux collecter de la donnée ou est-ce que je veux seulement créer de l'engagement via cette campagne? Donc, si je veux collecter de la donnée, je peux rajouter du coup une étape formulaire à ma campagne. Et ici, comme vous pouvez le voir, à partir du moment où j'ai sélectionné le format que je veux créer, votre charte graphique est déjà paramétrée sur la plateforme. Donc, tout ce que vous avez à faire à la suite, c'est de venir remplir et compléter votre contenu. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, je vais avoir entre 7 et 9 étapes en fonction des formats que vous allez sélectionner à respecter pour venir créer ma campagne. Et comme je l'ai dit, cette campagne, vous allez pouvoir la publier directement sur votre site web, donc en venant copier un petit bout de code que vous allez venir récupérer donc très facilement, ou sinon, nous, on peut vous mettre à disposition une URL dédiée, un mini-site dédié sur laquelle vous allez pouvoir communiquer. Donc voilà comment fonctionne la plateforme. Et pour vous donner un exemple un petit peu plus concret, tout à l'heure, donc, vous avez parlé de Pierre Fabre. Si on fait un petit focus sur une marque, du coup, de Pierre Fabre qui est Chlorane, on peut voir que ici, sur leur site web, il y a un onglet diagnostic. Et du coup, ici, si je vais sur le diagnostic visage directement, je peux voir qu'ici, j'ai un test de personnalité donc, qui a été créé via Qualifio
qui est directement disponible sur leur site web, qui ici est un diagnostic de peau. Et donc ici, je vais pouvoir venir répondre à tout un tas de questions qui ont été paramétrées dans Qualifio. Et en fonction des réponses que je donne, on va pouvoir me proposer du coup un produit qui va être pertinent en fonction de mon profil. Donc ici, pour avoir le résultat de mon diagnostic, je vais pouvoir venir compléter ces informations. Hop. Et à la suite de ça, du coup, je vais pouvoir avoir le résultat de mon test, donc avec la possibilité de laisser mon opt-in ou non à Chloram. Et du coup, ici, comme vous le voyez, j'ai directement accès au résultat de mon diagnostic de peau avec la possibilité d'acheter un produit directement. Donc, voici un use case d'utilisation dans le secteur des cosmétiques. Donc, un exemple qui peut être assez parlant pour le secteur des cosmétiques, mais également des grands groupes qui veulent créer du contenu interactif. Donc, voilà l'exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui et un exemple de use case d'utilisation de Qualifio. Eh ben, c'est super clair. Merci, merci Flavien. Alors, si jamais, en tout cas, on veut avoir plus d'informations concernant Qualifio, donc on prend contact avec toi? Tout à fait, ça sera avec moi. Allez, super. Merci en tout cas de ta participation à l'Ibexa Product Tour. Alors, on a une deuxième surprise pour vous, puisque tout à l'heure, Bertrand, tu parlais de Quantum, d'Actito, de Qualifio. Là, on voit bien le potentiel quand même Oui. avec Ibexa. Et juste pour rebondir rapidement, on n'a pas le temps de le montrer, mais on a déjà effectivement des intégrations avec Ibexa. Donc, je ne sais pas si c'est prévu de le montrer, mais On va le montrer juste vous après allez avec le montrer Sylvain. juste après. Donc, c'est justement un drag and drop carrément dans les pages et même au sein du contenu. Donc, vous voyez bien le côté interactif de ce contenu. Nous, dans la DXP, on gère du contenu souvent qui a un long cycle de vie, qui est très structuré, qui est multicanal, etc. Là, on va pouvoir faire vibrer la marque sur une problématique d'engagement. Alors, j'ai une deuxième surprise du coup pour vous. À distance, on a François. François d'Actito. Est-ce que tu es là, François? Tout à fait, bonjour. Salut François. Écoute, merci en tout cas de participer aussi en duplex à cette émission. Alors voilà, ça faisait partie, j'évoquais tout à l'heure mes deux pépites. J'ai envie aussi de découvrir avec le public un petit peu plus Actito. Quand on parle, et Bertrand en parlait juste avant, le côté de la DXP, comment quelque part on peut étendre l'univers quand même du marketing au-delà de la DXP. Quand on parle d'activation email et de campagne, forcément on pense à Actito. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'Actito? Bien sûr, alors tout à fait. Donc Actito, on est une plateforme de marketing automation, on existe depuis 20 ans. On vient de l'emailing, on a fait évoluer le produit pour justement avoir une vraie plateforme omnicanal avec une ambition d'être un outil qui va être très simple d'utilité mais sans perdre en performance. L'idée, c'est que c'est un outil qui est très simple d'utilisation, on va le voir, on est tout en mode no-code, il est dédié pour le marketeur et il va surtout être très adaptable dans le sens où des sociétés de n'importe quel secteur peuvent travailler avec Actito. Donc on travaille autant avec le petit retailer qu'avec des grosses sociétés comme la BNP, la Matmut, plus dans la finance, des clubs de foot, des ONG et des entreprises du secteur B2B. Donc je vais vous montrer concrètement comment fonctionne Actito et je vais vous partager mon écran. Et donc là, ce qu'on voit à l'écran Actito, c'est d'où on vient, c'est donc de l'email, c'est un peu le produit fini, la fin de la route d'un parcours client. L'idée d'Actito, ça va être de vouloir créer des expériences, de bonnes expériences, dans le but de faire augmenter la lifetime value de nos clients. Donc lifetime value des clients de nos clients, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le chiffre d'affaires que va générer mes clients en général. Comment on va faire ceci? On va le faire en mode no code et là on va voir par exemple comment je vais simplement créer un email. On va avoir un outil où je vais vouloir souhaiter bon anniversaire dans le cas d'un retailer qui va vendre des produits animaliers. Je vais vouloir souhaiter bon anniversaire aux animaux de mes clients. Je vais pouvoir jouer avec un outil en mode no code où je vais pouvoir venir jouer avec des bibliothèques de blocs, avoir un certain nombre de blocs qui vont être standards et que je vais pouvoir ensuite agrémenter.
Typiquement, si je sélectionne un blog comme ceci, je peux facilement venir le récupérer et dire je vais vouloir y associer une image de type coupon pour mon petit chien dont c'est l'anniversaire. Ici, je peux me connecter directement effectivement à un DAM, voilà, avec Ibexa, c'est possible de se connecter à différents DAM. Je vais pouvoir dire que c'est pas tout le monde qui a le droit à une promotion. Je vais souhaiter l'anniversaire à tout le monde, mais seules les personnes qui sont appétentes aux promotions ou qui sont considérées comme des VIP ou mes clients préférés, je vais leur pousser un bloc et facilement en mode no-code, j'ai pas besoin de SQL, j'ai pu venir définir une règle de gestion dans mon email. Voilà, de la même façon, je vais pouvoir personnaliser avec l'ensemble des données que j'aurai de mon client. Et c'est justement ça qui est important. Derrière de grandes expériences, de grands scénarios, de grands emails comme ceci, on va toujours avoir un super modèle de données. Et donc, du coup, le modèle de données, je vais vous montrer comment il fonctionne ici. On va l'appeler DataMart, base de données marketing. Ce qui est important de savoir, voilà, c'est assez graphique. Je vais avoir 3 types de données. Je vais avoir des données qui vont être liées à mes clients, typiquement... mes clients vont avoir, dans le cas du retail, un magasin préféré, un nom, une adresse mail sur laquelle je vais les contacter. Il va aussi avoir des interactions avec l'ensemble des canaux qui vont être liés à Actito, du type, il a cliqué dans une notification sur son portable, il a ouvert un email, il est rentré, il a appelé le call center ou il est rentré dans un scénario spécifique. Enfin, modèle de données relationnel, où je vais avoir effectivement des tables qui vont être liées, des tables d'interaction. Typiquement, je prends l'exemple du retail parce que c'est le plus parlant pour tout le monde. Je vais avoir des achats qui vont être liés avec des achats, avec des produits qui sont liés à ces propres achats, des dates de commande, ce genre de choses. Il faut savoir que toutes ces typologies de données-là vont être personnalisées pour chacun de nos clients et c'est ce qui nous permet de travailler des entreprises de n'importe quel secteur. Ici, on voit des achats, des avis. On pourra aussi avoir de la donnée qui peut provenir de choses plus intelligentes comme du scoring marketing ou de la CDP pour nos utilisateurs les plus experts. Mais je peux avoir des modèles de données complètement différents. Avec des finances, par exemple avec un modèle de données de type finance où j'aurai des devis, des contrats. Dans le B2B, on peut avoir des comptes clients qui vont être attachés plus à des scopes, à des business, à des événements professionnels. Tout ça, ça va nous permettre de travailler, comme je vous le disais, avec la Matmut, la BNP, la Saint-Etienne ou ce genre de choses. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce que Actito fait. Actito, comme je vous l'ai dit, crée des expériences clients. Comment est-ce qu'il le fait? Il va le faire toujours en mode no-code. On va avoir des outils qui vont être en mode drag and drop. Et typiquement, si j'ai envie d'automatiser le fait de souhaiter bon anniversaire à ma petite gribouille, je vais pouvoir le faire avec un mode scénario qui se joue avec des blocs. De dire, voilà, à chaque fois que c'est l'anniversaire d'un de mes profils ou d'un de ces animaux, je vais vouloir créer facilement des expériences. Je vais d'abord lui envoyer un mail. On a vu le mail que j'ai créé tout à l'heure. Peut-être que le jour de son anniversaire, ce que je vais chercher, c'est peut-être de la conversion. Mon objectif, c'est que la personne réalise un achat. Je vais peut-être attendre 3 heures et vérifier si la personne est venue sur mon site web, est venue en magasin pour réaliser ce dit achat. Donc, je vais pouvoir vérifier à un moment si la personne a réalisé l'achat ou non. Et dans le cas où la personne a réalisé cet achat, peut-être que je l'enverrai vers un autre scénario, vers une autre expérience, lui demander qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu mets une bonne note à ces croquettes ou à ce petit bonnet pour Gribouille? Mais dans le cas contraire, je pourrais dire la personne, je vais faire en sorte qu'elle achète, je vais tenter de la contacter d'une autre façon. Et là, je vais pouvoir utiliser l'ensemble des canaux d'Actito. Donc là, on peut imaginer, on a parlé du SMS, du push, on peut mettre à jour une audience méta, par exemple, venir dire, pousser de la pub sur les réseaux sociaux. On peut venir mettre à jour ce qu'on appelle des wallets, ou même à l'ancienne, on travaille par exemple avec le groupe Damar, qui envoie plus de 200 millions de mails par an, qui va beaucoup utiliser le mailing papier. Donc voilà, je peux envoyer vers un imprimeur. Donc tout ça, je vais pouvoir le faire via mon module scénario et on va retrouver toujours la même logique dans la création de mes différents contenus. Là, j'ai mon petit push notification qui s'enverra sur mes notifications. On voit que l'interface graphique ne change pas. De la même façon, je vais pouvoir envoyer des SMS, c'est un peu moins graphique.
mais toujours la même façon. Voilà. On est sur un outil no-code dédié pour les marketeurs, avec un modèle de données complexe qui permet de travailler avec tout secteur et qui est surtout personnalisable et itératif. C'est-à-dire que je peux toujours venir améliorer ma plateforme sans parler de notre framework d'intégration qui justement nous permet, voilà, on est API first, on a notre propre TL, on va pouvoir se connecter avec n'importe quel système et c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui sur Actito. Eh ben, c'est super. Merci beaucoup, François. C'était super. Moi, ce que j'adore chez vous, en tout cas, hein, c'est le modèle de données. Et ça fait, je trouve, un parallèle avec Ibexa parce qu'on a la capacité vraiment à s'adapter à chaque business client. Et puis après, forcément, hein, la notion de scénario, construire des scénarios, d'ailleurs, parallèle aussi avec Connect, hein, c'est génial. Écoute, merci François. Bonjour à Gribouille, hein, si j'ai bien compris. On continue, on termine sur ça, Sylvain. Donc là, on a eu un aperçu hein, du potentiel du groupe Quantum. D'ailleurs, il y a Ibexa. Là, on a présenté rapidement Actito, Qualifio. Si demain, pour nos clients, on pouvait intégrer ces produits dans Ibexa, là, on ira encore très très loin dans la simplification quand même du quotidien des équipes marketing. Moi, j'ai une bonne nouvelle. C'est que ça existe déjà. Effectivement, on fait partie du groupe Quantum et on a investi très rapidement dans ces... de toute façon, Actito, Qualifio ont aussi ces API. Donc pour nous, ça a été assez simple de mettre en œuvre des modules ou de rendre ces modules disponibles. Et je vais vous montrer sur le même site de tout à l'heure. Vous pouvez voir, Bertrand le mentionnait, on commence à avoir des blocs Quantum qui apparaissent dans le Page Builder. Alors là, c'est juste la démo, mais on peut imaginer que dans le futur, il y en aura de plus en plus. On parlait de Qualifio, on parle d'Actito, etc. Et Flavien vous a montré un peu le test de personnalité. J'ai réutilisé exactement le même type, inspiré évidemment par Pierre Fabre et les questions. Donc là, tel qu'il vous l'a montré, je me retrouve avec différentes questions et je vais rentrer. Donc là, tu étais sur le Page Builder, tu as drag-droppé directement finalement le jeu Qualifio, c'était terminé. Exactement, j'ai juste configuré. Tout à l'heure, il vous l'a montré, il l'a configuré, c'est déjà à la marque. Moi, ce que j'ai juste à récupérer, c'est l'information et ça se connecte automatiquement. Ça m'affiche ça directement sur mon interface. Je peux aussi dire ça. Enfin, voilà. Hop, je clique sur Send et vous allez voir qu'en fait, logiquement, voilà, ça passe sur Connect. Évidemment, on parlait de Connect tout à l'heure. Ouais. Comment je pousse cette information qui est de Qualifio dans Ibexa, je la pousse dans Actito. Eh ben, j'ai un petit scénario Connect. Donc ces applications, Qualifio et Actito, sont maintenant dans Ibexa Connect. Et pour vous montrer que ça a marché quand même, hein, je vais rafraîchir. Donc ça, c'est la page de tous les profils d'une certaine base de données. Je me retrouve avec le John que j'ai soumis il y a quelques secondes en arrière. Et alors après, sky is the limit, hein, comme d'habitude. Dans Ibexa Connect, on peut imaginer ajouter un module Ibexa ou une étape Ibexa DXP et aller chercher dans les segments. Vous voyez qu'on commence à avoir pas mal de modules. Voilà. Je peux très bien définir Assign Segment to User, donc sur l'utilisateur que je connais, etc. Je vais pouvoir l'associer à un segment. Et vous voyez un petit peu comment tout commence à bien se connecter, s'interfacer, la data qui se met à jour dans les différentes instances, de façon à ce que les équipes marketing, les équipes produits, les équipes sales puissent bénéficier de l'information qui soit soumise par tel canal ou pas. Là, ça fait rêver. C'est-à-dire que là, les possibilités sont infinies. On voit là, Bertrand, le scope, c'est-à-dire on est Molly, équipe marketing, on capture du lead sur le site avec Form Builder. Automatiquement, par exemple, on met un jeu concours pour créer de l'engagement via Qualifio. On déclenche une campagne automatiquement via Actito. Waouh! Hein, Bertrand? Non, mais ça, je savais pas que tu allais faire cette démo. Mais non, ouais, on voit comment un peu d'engagement sur un jeu interactif ou un contenu interactif qui est
drag and dropper comme ça directement d'Ibexa peut aller. Et après tout ce qu'on a montré, on voit que l'utilisateur qui est maintenant dans Ibexa, voilà, on va pouvoir lui personnaliser le reste de son expérience. Donc non, c'est génial. Et juste un petit mot, je sais qu'on est limité par le temps, mais on ne parle pas beaucoup de ROI et les problématiques d'investissement. J'invite vraiment tout le monde à tester Qualifio parce que c'est quelque chose qui peut être très simple de mise en place et les retours sur investissement qu'ont les clients de Qualifio sont juste extraordinaires. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cet outil qui permet d'engager encore plus vos clients. Et ben voilà ce qui conclut un petit peu cette émission. Alors juste avant de rendre l'antenne, Dalila, tu es avec le public et on a peut-être quelques questions. Je sais qu'il y a beaucoup de monde aussi connecté, beaucoup de monde connecté en ligne. Merci à tous ceux qui sont présents. Peut-être 2-3 questions pour conclure un petit peu cette émission. Tout à fait, donc nous en avons plein, à vrai dire. Mais l'une des premières, c'est y aura-t-il un module permettant de brancher une IA avec le moteur de recherche interne? Oh, ça commence fort, ça, Bertrand. Bertrand, Sylvain, qu'est-ce qui veut répondre? Moi, je peux juste dire que l'IA, comme je l'ai dit, c'est même pas un module dans Ibexa. Vous allez avoir de l'IA à plein d'endroits dans Ibexa. On a parlé des use cases les plus évidents sur la création de contenu, la productivité autour de la création de contenu, le search, bien entendu, mais Ibexa Connect, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'IA, on est en train de tester ça, de se greffer l'IA dans Ibexa Connect pour aller encore plus loin. Donc, c'est un des use cases. S'il y a des use cases encore plus précis, on invite les personnes à nous les soumettre pour ta petite liste. Oui. Dalila, peut-être une deuxième question? Oui, toujours dans la suite de l'IA, à vrai dire assistant, est-ce que vous avez envisagé d'intégrer GPT-4 comme assistant à la traduction de contenu? Ah, ça c'est une question récurrente, mais je ne sais pas si tous les clients savent tout ce qu'on fait déjà en termes de traduction automatisée, semi-automatisée, mais en tout cas c'est une bonne question. Oui, on peut répondre que on a intégré depuis bien avant le buzz de l'IA et de Generative AI. On avait déjà des modules de traduction automatisée avec Google, avec DeepL, qui sont depuis Ibexa V1, hein, on avait déjà ces modules-là qui peuvent être considérés comme de l'IA générative. Donc oui, on considère n'importe quelle solution. Et donc l'idée c'est de se dire on a déjà finalement 2 services externes qui font de la traduction, demain 3, 4, 5, finalement tel qu'on l'a conçu, si un nouveau service arrive, c'est très simple d'ajouter un nouveau module, un nouveau élément dans cette traduction automatisée. Dalila? Une dernière ou on en a encore? Oui, une dernière, allez. Très bien. Donc, quelles sont les langues ou combien de langues sont supportées sur Ibexa? Et est-ce que Ibexa supporte les langues RTL, telles que l'arabe ou l'hébreu? Alors, aujourd'hui, on supporte 62 langues et j'ai une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en V5, on va retirer cette limite de 62 langues qui a déjà été atteinte par certains de nos clients. J'imagine pas 10 ans en arrière arriver et dire c'est incroyable ça. 62 langues. Ouais. Mais oui, on va retirer cette limite qui est une limite technique dans la base de données et on va la retirer dès l'année prochaine. Et il y avait la deuxième partie de question sur les dispositifs RTL, hein, oui. Right to Left. Right to Left. On a une plateforme qui est très forte sur le multilangue, on en parlait tout à l'heure. Cette plateforme est compatible, la Ibexa DXP est compatible avec ces langues-là. Alors, on aura sûrement des optimisations à faire et notre but c'est de continuer, on le parlait tout à l'heure, des améliorations, continuer à améliorer. Et si jamais on rencontre certains de nos clients à Dubaï rencontrent des limites ou des problèmes, on améliorera évidemment la plateforme. Notre but c'est d'être international et de pouvoir adresser ces cas clients. En tout cas, ça, c'est un bon focus quand même. Hein. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, Mickaël parlait de clients, 120 sites, ça tombe, c'est les mêmes, en 62 langues, multiplié par le nombre de canaux, c'est incroyable la capacité d'industrialisation quand même, Bertrand, d'Ibexa. Oui, oui.
Voilà, j'invite tout le monde à utiliser le digital à fond, quoi. Maintenant, on n'a plus de limites. On peut vraiment les limites qu'on présentait en introduction, la frustration de ne pas pouvoir tout montrer ou tout révéler. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont encore une fois économiquement intéressants. Par étapes, on peut vraiment les accompagner dans leur transformation numérique. Donc voilà, on peut aller loin. Donc soyons ambitieux avec le digital. Dalila, peut-être, allez, une dernière question bonus, et puis on s'arrête là. Très bien. Bah, du coup, il y a une autre question. Si on publie un contenu dans un blog sans la partie refresh, on oublie de refresher, on va dire, si le blog a été modifié, est-ce que l'on voit automatiquement la modification sur Page Builder ou pas? Là, on voit la question de spécialiste. Hein. De spécialistes. Ouais. Quand vous mettez à jour directement, en fait, le fait de cliquer, si vous passez par le panneau de configuration, le fait de cliquer sur le Submit ou Discard va mettre à jour la page. Sinon, effectivement, il faut cliquer sur le bouton Refresh. Allez, on s'arrête là. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous êtes les bienvenus. Merci à mes invités du jour. Merci en tout cas au public présent ici et aussi à distance. On m'a soufflé dans l'oreillette que vous étiez très nombreux. Donc merci en tout cas pour cette première édition du IBEXA Product Tour. Rendez-vous très vite et d'ici là, prenez soin de vous et excellente fête de fin d'année. Au revoir.